Donc, Caravanier, vous voyez, Caravanier, voyager et agir. On a deux mots. Caravanier, nous sommes une agence de voyage de trek et nous guidons des voyageurs à pied en kayak de mer sur les plus beaux sentiers, les plus belles mers de la planète depuis 1998 déjà. Donc, on commence à avoir pas mal d'années au compteur. Vous remarquerez donc à la fois les deux mots voyager et agir. Donc voyager parce que, comme je vous disais, c'est ce qu'on fait. Et agir parce que c'est aussi ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on prend des actions concrètes pour que nos voyages, en fait, pour réduire l'impact aussi bien environnemental ou social, ou en tout cas pour plutôt euh, avoir des conséquences positives, un impact positif là à la fois ici au Québec que là où on va. Donc, on est un petit camp de base à échelle humaine basé à Montréal. Je vais vous présenter l'équipe. Donc ça, c'est pour le côté agir. Et donc, dans le côté agir, on est membre du 1% pour la planète. Bien sûr, sur place, quand on voyage, on applique, ou en fait, dès qu'on fait du plein air, on applique les bases du programme sans trace. Et puis, je ne l'ai pas écrit, mais tous nos voyages sont compensés carbone, donc sont neutres en émissions de gaz à effet de serre. Alors, je cherche encore comment je passe à la diapo suivante. C'est bon. Donc, je vous disais, on est une petite équipe, on est 7-8 spécialistes au bureau, plus 2-3 personnes qui nous aident avec toute la logistique, tout l'administratif des voyages. On est tous des voyageurs dans l'âme, donc c'est ce qu'on aime faire. On est passionné de plein air, bien sûr. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes aussi des guides. Et puis, nous avons aussi des guides qui ne sont pas au bureau. Donc, on a des guides, on a des spécialistes au bureau et puis certains qui font à la fois les deux. Ce qui fait que vous pouvez appeler tout le long de l'année. Il y aura toujours quelqu'un pour décrocher le téléphone au bureau. Et puis, vous allez parler avec du monde qui connaît très bien là où on va. Euh, Ce soir, donc, je vous parle de l'art de faire rimer le voyage, la randonnée et la Dolce Vita. Donc, en fait, je vous disais, depuis 98, on fait des treks. Donc, on est convaincu qu'en fait, par la marche, ou bon, par le kayak aussi, euh, que c'est la plus belle manière de découvrir un pays et de voyager, de vraiment prendre le temps de s'immerger, de plonger dans un territoire, puis de le comprendre le mieux possible. Et c'est ça un petit peu ce qui nous anime. Et donc, quand on prend soin de l'environnement, soin qu'on ait des invités en fait respectueux, et puis c'est ce que la marche, le fait de marcher procure, ça nous permet de profiter encore plus du voyage. Donc, je vous ai mis donc là un bel exemple hein, de comme c'est difficile de voyager avec Caravanier et comme on souffre en tant que grand voyageur. On a de très très beaux voyages. Donc, on faisait depuis longtemps des treks engagés ou qui demandent plusieurs nuits sous tente, parfois dans des conditions très difficiles. Enfin, très difficiles, j'exagère. Je suis en plein décalage horaire. Je suis arrivée aujourd'hui, donc parfois ma langue fourche, mais vous m'aurez compris. Donc, qui demande un certain engagement en termes de froid, de logistique, de campement. Euh, et en fait, on a créé les voyages, notre premier voyage en Crète, c'était la première photo que je vous ai montrée, pour des gens qui voulaient quand même marcher, mais qui voulaient, donc ça aussi c'est la Crète, mais qui ne voulaient pas forcément dormir sous la tente. Et en fait, la Crète, ça s'y prête super bien parce qu'il y a des petits villages comme ça qui s'égrènent le long de la côte ou dans les montagnes. Et il y a soit des ferries, des bateaux en fait qui transportent les bagages d'un village à l'autre, ou quelqu'un qui va remonter un hôtel qui va nous remonter jusqu'à l'étape d'après les valises pendant que nous on prend toute une gorge, on remonte une gorge à pied de ce voyage-là, qui est le premier de nos voyages en, euh, en Dolce Vita, donc qui allie le charme des hébergements et puis le côté très relax, mais avec de la vraie grosse randonnée. De ce voyage-là, c'en est une multitude de voyages comme ça pour vraiment que tout le monde puisse en profiter. Puis quand je dis tout le monde, ça veut dire que on associe beaucoup le terme Dolce Vita, parce que c'est de l'italien, à l'Europe. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en pratique et qu'on a mis en pratique aussi bien au Pérou, comme on voit là,
qu'en Équateur et qu'au Japon ou qu'au Maroc. Donc, je ne vous parle pas que de l'Europe ce soir. Mais bon, voilà. Nos voyages sont guidés. Donc, les voyages dont je vais vous parler ce soir sont guidés. On a pour la plupart de ces voyages-là une formule en liberté. Ça veut dire que ce sont nos itinéraires avec les valeurs, avec la réflexion qu'on a mis dedans, que vous faites par vous-même pour les gens qui sont très à l'aise de se débrouiller par eux-mêmes avec un GPS, tout qui est prévu puis organisé, mais vous êtes quand même seul sur le terrain. Donc ça, c'est les voyages en liberté. Je ne vais pas vous en parler ce soir, mais sachez que ça existe. C'est que on en reparle dans d'autres conférences bientôt. Et les voyages sur mesure, c'est-à-dire que vous pourriez tout à fait nous appeler pour dire, ben nous, on est une gang, on est 8 amis, on voudrait partir et refaire exactement votre voyage, ou partir puis adapter un petit peu parce qu'on a 5 jours de plus. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et donc, on peut vous organiser ça aussi. Il suffit de nous appeler. Et donc là, vous avez Simon, le guide, qui montre quel est le programme de l'après-midi à ces voyageurs. Donc nos guides, bon, qui sont experts de leur terrain, en fait, vous partagent en fait toutes leurs connaissances et toute la passion qui les anime, puis bien sûr, la sécurité, la logistique, et faites en sorte qu'en fait, vous n'avez aucune charge mentale. Vous déposez la charge mentale, votre cerveau est aussi en vacances et vous faites plus travailler les jambes que le cerveau, ou presque. Voilà. Dans les voyages en Dolce Vita, s'il fallait retenir une caractéristique commune, c'est cette volonté de simplicité recherchée tout en dormant donc dans un vrai lit. Donc, on dort dans des petits hôtels, des auberges, et on n'a pas cherché le luxe. C'est pas ce qui nous anime. Par contre, on aime le charme des hébergements. Donc, que ce soit une aubergerie ou ici une petite auberge où il y a 8 chambres. Là, on est en Andalousie. Celle d'avant, c'était en Crète. Là, vous êtes au Pérou, dans la jungle. Donc, on va chercher quelque chose qui est très dépaysant. On veut vraiment garder ce côté dépaysant et c'est important, j'y reviendrai, mais avec le fait d'être plongé au cœur de la nature et au cœur de la vie locale, on va dire. Euh, et puis, voilà, quelque chose de charmant. Parfois, le vrai luxe, c'est la vue et non pas les prestations que va avoir une chambre. Donc, vous aurez généralement une chambre pour 2 personnes. Quand vous voyagez tout seul, eh ben, on vous jumelle avec quelqu'un du même genre. Il y a une salle de bain pour privé dans la plupart des chambres. Bon, c'est quand même très, très confortable, mais pas de luxe. Donc là, vous avez la vue au réveil au Japon, ce qui est toujours sympa. La Grèce continentale. Donc, vous aurez compris, le dénominateur commun, c'est le fait de ne pas dormir sous la tente, mais c'est pas que ça non plus. Il y a cette notion de charme. Puis, dans la manière de construire nos itinéraires, on essaie toujours de dormir quand c'est possible, quand ça a du sens par rapport au programme et puis à notre circuit. On essaie toujours de dormir 2 ou 3 nuits au même hébergement, ce qui fait qu'on court un petit peu moins. On est moins dans la frénésie de refaire les sacs à tous les jours. Ça permet là aussi de se déposer un petit peu plus, c'est-à-dire de prendre un peu plus son temps et de savourer pleinement là où on est. Ces hébergements, il y en a certains qu'on connaît depuis 25 ans, depuis nos débuts, donc comme ici en Crète, et donc on connaît on a tissé de belles relations en fait avec les personnes qui nous hébergent. Donc depuis 25 ans, il y a un petit peu plus de barbe grise, on va dire, mais on a toujours ce plaisir à les retrouver. Et à force de retourner encore et encore, année après année, on n'est pas, on fait pas assez de départ pour que les gens soient tannés de nous voir. Donc, on a ce plaisir de se retrouver quand on part guider à chaque année avec les gens de la place, puis on connaît les familles, puis on prend des nouvelles. Et ça, quand on voyage en tant que voyageur, vous me direz, on s'en fiche que vous entendiez bien. Ben non, parce qu'en fait, ça permet que vous sentiez, que vous soyez choyés en fait par nos équipes locales ou par les gens qu'on côtoie sur place, parce que on les connaît depuis longtemps. Et on veut se dépayser jusque dans l'assiette. Donc, on mange toujours très local. Donc là, par rapport à la nourriture,
parfois, le gros défi, c'est pas de trouver de la nourriture et c'est pas de se régaler, ça, on se régale. C'est juste de laisser notre prisme, de ne pas comparer avec avec nos habitudes, et c'est beaucoup les habitudes alimentaires qu'on a à la maison. C'est un vrai voyage. Même en Dolce Vita, même quand vous dormez dans une auberge charmante, il faut oublier nos habitudes québécoises et puis mettre les deux pieds dans le plat, si je peux faire la métaphore, dans la coutume locale. Et donc, ça veut dire que ben, aux Canaries, il y aura peut-être des patates tous les jours, qu'en Crète, on va manger extrêmement varié, beaucoup de légumes, pas que, il y a toujours des protéines aussi, que à certains endroits, il y aura un peu moins de protéines le matin, mais donc on le prévoit d'avance, on s'apporte quelques collations. Et ça fait partie du voyage. Donc, il faut savoir en retirer du plaisir dans ce dépaysement-là, qui passe donc aussi par l'assiette. Vous verrez que l'ambiance est très bonne, donc on se régale, objectivement. Là, c'est au Pays Basque. Souvent, les quantités sont très généreuses parce que euh, bah, ceux qui cuisinent, ils aiment. C'est une manière de montrer aux gens qu'on les aime, là, de les gâter, de montrer la richesse de leur terroir, là, de leur bout de pays. Euh, Ça passe beaucoup par l'assiette. C'est une manière vraiment, euh, c'est culturel en fait. Donc souvent on a beaucoup à manger, mais on se régale. Les pique-niques en randonnée sont préparés par le guide. On se répartit le poids dans les sacs à dos. Puis on se trouve un endroit pas pire pour pique-niquer. Là aussi, c'est varié. Et puis là aussi, on en profite, ben, un, pour avoir des belles vues. Et puis aussi pour faire la part belle aux produits locaux. Donc voilà, donc des salades, de la charcuterie, des protéines végétales. Quand il y en a aussi, on essaie de varier. Les repas, c'est aussi une ambiance. Donc imaginez vous vous retrouvez à table dans cette ruelle de village qui est de toute façon trop petite pour que les véhicules puissent passer. Donc on avait sorti les tables et on s'est installé ben, dans la ruelle du village en plein milieu. C'est un tout petit village parce qu'il faisait assez doux. Ou vous arrêtez un midi ici sur cette terrasse, l'ambiance euh, fait que ce qu'on mange est encore meilleur. On est capable Et puis, bon, voilà, comme vous voyez, l'ambiance, donc là, en Irlande, c'est aussi de boire local pour ceux qui aiment consommer local, mais c'est l'avantage de la plupart des voyages Dolce Vita, c'est qu'on a le temps de prendre l'apéritif. Donc, la deuxième caractéristique, la première caractéristique des voyages Dolce Vita, c'est le fait de ne pas euh, c'est le fait de ne pas dormir sous la tente, de dormir même dans des chambres privées. On a plusieurs niveaux hein, de confort chez Caravanier, mais la Dolce Vita, c'est pas qu'un seul, que un confort. Donc, c'est-à-dire que on dort pas sous la tente, on dort même dans des chambres privées, sauf exceptionnellement une nuit ou deux qui peuvent être en refuge, mettons. Euh, on mange bien et on a souvent le temps pour prendre l'apéro. L'idée, c'est un peu d'être en terrasse, prendre l'apéro et regarder les papillons qui volent. Si je peux résumer un petit peu l'ambiance qu'on veut aller chercher dans ces voyages-là. Par contre, c'est pas parce qu'on dort bien et qu'on mange bien et que on a un côté, on prend l'apéro en terrasse et c'est très relax, que tous les voyages vont être faciles. Ce sont des vrais voyages de randonnée qui s'adressent à des vrais voyageurs et randonneurs. J'ai mis les deux mots exprès parce que pour moi, un voyageur, ça va être quelqu'un qui va être d'accord d'ouvrir ses yeux et de s'émerveiller de tout ce qu'il voit au maximum, avec beaucoup de respect et sans comparer avec chez soi. Donc ça, c'est le côté voyageur. Et le côté randonneur, c'est parce que, ben, comme je vous l'ai dit, on fait tout à pied, on marche. Et donc, ça implique que nos voyages s'adressent à des gens qui sont habitués à faire de la randonnée. Nos niveaux ne sont pas comparables avec ce que les autres pratiquent généralement, parce qu'on parle vraiment du principe que notre niveau le plus accessible, c'est accessible pour toute personne habituée à faire de la randonnée qui veut dire que même sur notre niveau accessible, ça va être des journées de randonnée qui peuvent faire 7 heures de marche à un moment donné. Alors, on vous explique bien les niveaux, mais donc le dénivelé, l'altitude ou pas, est-ce que c'est très isolé, quelle est la nature du terrain, tout ça, ça va rentrer en compte dans les niveaux. Mais donc Dolce Vita ne rime pas forcément avec facile.
pas du tout. Vous pouvez très bien avoir des bonnes courbatures si vous êtes pas assez entraîné. Donc, c'est des vrais voyages avec des vraies montagnes, des sentiers de montagne. On marche pas sur l'asphalte, c'est pas trop notre truc, l'asphalte. Donc, vous voyez quelques paysages très variés. Là, on est dans les Canaries. Vous distinguez tout au fond le sommet du Teide. Voilà. Et là, c'est au Pays Basque. C'est beaucoup moins vertigineux que ce qui n'en a l'air une fois qu'on marche sur ce sentier. Mais je trouvais la photo belle. Voilà, donc je voulais vraiment que vous ayez cette conscience-là, qu'un voyage Dolce Vita, c'est un vrai voyage de randonnée. Et comme, en fait, comme c'est un voyage de trek, je voulais vous expliquer un petit peu comment on conçoit nos voyages de trek. Donc, je vous disais, on aime bien rester 2 à 3 nuits, lorsque c'est possible, au même endroit. L'autre chose qu'on aime bien, en fait, la chose qu'on n'aime pas, en fait, c'est prendre le véhicule à tous les jours. Euh, et la troisième chose qu'on aime bien, c'est être plongé dans des tout petits villages ou dans des petits hameaux qui vont être accrochés en bord de mer ou dans la montagne. Donc, quand on combine tout ça, ça veut dire qu'on essaie toujours de faire le maximum à pied et on préfère découvrir une petite zone plutôt que de faire beaucoup de de transferts ou de transport, et puis marcher très peu au final. Il y a un côté où le fait de partir d'un point randonné comme 2 jours en boucle autour, se déplacer à pied jusqu'au village suivant, recommencer une autre randonnée le jour d'après et comme ça, au fur et à mesure, sur 5, 6, 8, 9 jours, tout faire à pied. Il y a un côté très, très dépaysant encore une fois, et c'est vraiment une vraie rupture avec notre quotidien où tout va vite. Là, on réapprend le bonheur de la lenteur, non pas dans le rythme de marche, mais de la lenteur du fait que, bah oui, pour aller d'un point A à un point B, qui vous prendrait 20 minutes en voiture, ben là, ça nous prend la journée et puis on en est content parce qu'on aime ça à la base. Donc voilà. Donc, on veut vraiment que nos voyageurs soient entraînés. Au moment où vous allez vous inscrire, on va en parler de votre entraînement. Puis n'hésitez pas à nous demander des suggestions pour pouvoir évaluer un petit peu votre niveau aussi. Et donc, je vous disais, sur l'itinéraire, nous, on a, je sais pas si c'est, je pense que c'est une habitude en fait. On aime bien faire différent, pas pour faire différent pour le plaisir, mais c'est parce qu'on n'aime pas se retrouver avec les foules. Donc on n'a pas envie de faire exactement comme tout le monde, parce que dans ce cas-là, ça vous sert à quoi de passer avec Caravanier? Pas à grand-chose. On veut en fait avoir une raison de faire chaque voyage. Donc à chaque fois qu'on propose un voyage, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on se dit que le fait de voyager avec nous, ça vous apporte quelque chose que vous verriez pas ailleurs en fait, que vous allez aller en retirer un petit quelque chose de plus. C'est un peu l'idée de nos voyages. Voilà, donc là, je vous disais plusieurs continents. Et ici, on a la Crète avec la gorge de Samaria. Mais ça, c'est un très bon exemple. La gorge de Samaria, au lieu de la descendre, donc la gorge de Samaria, on ne peut pas la réinventer. C'est toute une gorge, alors comme le bas de la gorge, comme ça, et un peu plat. Puis après, c'est 1200 mètres de montée jusqu'à un plateau qui s'appelle le plateau d'Omalos, en Crète. Tous les jours, vous avez plusieurs bus qui partent de la ville la plus proche et qui vont libérer ou qui vont amener des touristes en haut de la gorge qui vont tous les jours randonner et redescendre la grotte. C'est comme plusieurs bus de 56 places qui vont libérer ces gens-là. Nous, on fait l'inverse. On part du bas et on marche et on a donc la partie la plus spectaculaire, donc qui est la partie basse que vous voyez là avec ces hautes parois, c'est vraiment un canyon très étroit. Celle-là, on l'a pour nous tout seul, on a les 2, 3 premières heures tout seul. Après, on va commencer à croiser quelques personnes pas embêtantes. Au moment où on va croiser le plus de monde, c'est le moment où c'est l'heure de dîner. Donc on se met sur le côté, on dîne tranquillement, tout le monde passe, et après, quand on repart, on recroise encore quelques personnes, mais juste assez pour que ça soit agréable et vraiment pas trop non plus. On a évité le gros de la foule, alors que si vous la descendez, ben là, vous allez être finalement dans la foule, et puis c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc dans tous nos itinéraires, on va re-questionner en fait,
on va regarder les cartes, on va sur le terrain et on se dit, ben non, moi j'ai envie j'ai le goût de faire cette randonnée comme ça, même si tout le monde passe par là parce que c'est le plus facile, au niveau de la logistique, c'est plus simple. Mais moi, je pense que si je vais monter tel col, puis que je vais redescendre dans tel hameau, ben ça va être encore plus beau, je vais découvrir quelque chose de plus et puis on en profite donc pour faire ça. C'est un peu l'idée de comment on conçoit un itinéraire. Voilà, donc là, la photo d'avant, c'était l'Équateur, et là, on est revenu en Crète. Et ici, on est au Japon. Donc, dans nos voyages, vous avez compris, on veut que vous puissiez, en fait, on veut s'adresser à des randonneurs en forme, qui sont habitués de randonner en sentier en montagne, donc avec des bottes, sac à dos, une vraie randonnée, qui est bien lu, bah, le niveau des, enfin on se parle, hein, donc qui est bien évalué en fait le niveau du voyage pour s'assurer d'avoir du plaisir dans un contexte d'un voyage de groupe. Il faut avoir du plaisir et qui soit capable de s'émerveiller en voyant ces deux oiseaux en Équateur qui sont absolument magnifiques. Donc c'est ça, on veut garder intact euh, cette âme d'enfant qu'on a quand on voyage. Ça, c'est très important. Où est-ce qu'on va? Donc, je vous ai mis un petit bout enfin, je vous ai mis l'Europe parce que c'est là que se passe la plupart des voyages en Dolce Vita. Et vous verrez non seulement qu'il y a un point violet, mais vous verrez aussi qu'il y a des petits soleils là qui sont euh, hors de la carte. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ouais, je crois qu'on voit ma souris. Donc, la Crète, ici, que vous voyez complètement au sud-est de la carte, c'est notre premier voyage en Dolce Vita. Après la Crète, on a découvert notre voyage, on a créé notre voyage en Andalousie. C'était notre deuxième voyage Dolce Vita. Et l'idée, c'était de s'adresser aux mêmes personnes, celles qui avaient tripé sur la Crète, qui ont aimé le fait de marcher en montagne, de passer plusieurs nuits dans les petits hébergements. Alors, encore une fois, c'est très simple, c'est extrêmement charmant de bien manger, de bien marcher et d'y aller bah, plutôt au soleil où on y va printemps et automne, ce qui est très agréable. Ben, L'Andalousie, ça répondait aux gens qui avaient... Enfin, ça a été construit sur la même idée de ces montagnes-là, le soleil, les fleurs, et puis un- toute une histoire en fait, c'est très chargé d'histoire ces régions-là, donc toute une histoire à découvrir. Rapidement après est venue la Sardaigne. Je ne vais pas vous en parler trop de la Sardaigne ce soir parce que on va le proposer maintenant pour les voyages sur mesure et pour les voyages en liberté bientôt. Mais on n'aura pas de départ en 2026 pour la Sardaigne. Après la Sardaigne, donc pendant la pandémie, on a développé les voyages au Pays Basque, en Grèce continentale ici, et vous voyez ici on a les Canaries. Puis, l'année dernière, on a ajouté deux nouveaux voyages, l'Irlande qui est ici et le Portugal qui est là. Et ça, c'est sans compter, ici, vous avez le Maroc, où on a plusieurs voyages en Dolce Vita au Maroc. Et ici, vous avez vu les deux soleils qui sont vraiment pas bien placés, parce qu'en fait, c'est l'Équateur et le Pérou. Je vais vous parler de nos voyages en Équateur au Pérou. Et celui-ci, qui est non plus pas bien placé, mais au moins, il nous permet de ne pas l'oublier, le Japon. Hop, donc, que je repasse à la page. Je ne vais pas vous raconter pour chaque voyage, le jour par jour de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. C'est pas, je trouve que c'est pas le plus intéressant. Puis je sais pas s'il y en a qui ont déjà voyagé avec nous ou pas encore voyagé avec nous. Mais je vais essayer de vous donner, grosso modo, le goût d'y aller pour chacun. Si ce n'était pas des beaux voyages, en fait, on les proposerait pas. Donc la Crète, je vous le disais, c'était notre premier voyage. On y va en mai. On commence fin avril, mais pas trop tôt parce que sinon tout est fermé sur place. Puis la fameuse gorge de Samaria est fermée jusqu'à fin avril. Donc on y va quasiment tout le mois de mai. Après mai, ben, il commence à faire trop chaud. Donc comme on ne veut pas cuire sur place, on évite juin, juillet, août. Et on y retourne à partir de septembre, plutôt mi-septembre à mi-octobre. Début septembre, c'est possible d'y aller, il fait un petit peu chaud. Fin octobre, c'est possible d'y aller, mais les choses commencent à fermer. Puis la gorge de Samaria ferme quelque part
entre le 25 et le 30 octobre généralement, ça dépend des années. Donc c'est vraiment pour devancer l'été, puis finir l'été en beauté qu'on y va. Et ça va être donc un voyage, c'est 9 jours de randonnée. C'est un voyage de niveau modéré. La principale difficulté de ce voyage-là, ça va être l'accumulation de roches. La crête est un tas de roches, un magnifique tas de roches. Et donc, c'est un peu difficile au niveau des chevilles si on n'est pas habitué. Donc, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont l'habitude de faire de la randonnée, mais je pense que je me répète un peu à force. Euh, ce qui est frappant dans ce voyage-là, c'est qu'en fait, c'est très diversifié. Vous allez toujours avoir une journée, mettons, en bord de mer. La journée d'après, ça va être un peu plus, on remonte une gorge. La journée d'après, on est complètement dans les montagnes. La journée encore d'après, on redescend une gorge, on arrive en bord de mer. Et on alterne comme ça 3 types de paysages, les gorges, le bord de mer et puis les montagnes, qui vont varier au cours des 9 jours avec des traces de toutes les civilisations qui sont passées là, la ville de Hania qui est magnifique. Donc, je ne peux pas vraiment dire que si vous ne deviez en faire qu'un, ce serait celui-là, mais c'est ça. C'est le voyage parfait pour découvrir la randonnée, un premier voyage d'aventure. On mange très bien en Crète. C'est le régime méditerranéen. Il paraît que c'est la plus longue espérance de vie grâce à ce régime-là. C'est sûr que si vous n'aimez pas l'huile d'olive, ça complique. Mais je me fais pas trop d'inquiétude. Ce voyage-là, on le propose aussi en liberté ou sur mesure, si vous voulez avoir un guide quand même, mettre juste votre gang. Mais dans ce cas-là, on vous demandera d'être un certain nombre parce que le tarif sera ajusté en conséquence aussi. Hop, que j'essaie de passer, voilà. Donc vous disiez, on le propose en liberté. En liberté, on a réduit un petit peu certaines journées pour simplifier l'orientation. Puis voilà. Donc en liberté, c'est 13 jours. On peut aussi, ouais, si vous êtes décrinqué, on peut le rallonger pour que ça fasse exactement le même circuit que guidé. Et donc après, on a l'Andalousie. L'Andalousie, ce qui est surprenant, c'est que ça a une très grande histoire arabe. Donc au début du 8e siècle, en fait, les Maures, Maures, ont envahi la péninsule ibérique ils sont restés entre 300 et 700 ans en fonction de où sur la péninsule et donc ils ont laissé une trace indélébile. Ce qui fait que toute l'architecture de la région où on va euh, est parfois un peu similaire à celle que vous allez trouver dans l'Atlas, donc côté marocain. C'est donc une civilisation, en fait une histoire des civilisations qui est très riche, qui est très intéressante. Et puis Sierra Nevada, c'est le nom du massif. La Sierra Nevada, ça veut dire chaîne de montagnes enneigées en espagnol. Et donc c'est vraiment, donc là vous avez vu, vous avez un petit reste de neige sur cette photo-là. Ça devait être au printemps, peut-être en mai, ouais, ouais, en mai, parce qu'en avril, il y en a encore un petit peu plus. Septembre, octobre, il n'y en a plus de neige. Elle a fondu au courant de l'été. C'est un voyage de 2 semaines, donc là, on peut y aller à partir de début avril. Avril, mai, à partir de fin mai, il commence à faire très chaud. Septembre, il fait encore, début septembre, il fait chaud encore. Donc à partir de mi-septembre, on peut y aller jusqu'à début novembre, quasiment. Euh, on finit donc on marche pendant 9 jours dans les montagnes andalouses. Donc ça s'appelle la Sierra Nevada, c'est le nom du massif. Puis le territoire s'appelle l'Alpujarra, qui est un nom d'origine à la base arabe. Et après, on va à Grenade. Et à Grenade, il y a les fameux l'Alhambra, et c'est pas les Nasrides. Donc l'Alhambra, qui est une des merveilles du monde selon l'UNESCO, qu'on visite. Puis Grenade, qui est une ville extrêmement vivante, charmante. C'est autant en Crète, ça va être euh, en Grèce en général, il y a le sirtaki. En Andalousie, ça va être le flamenco. On a 9 jours de marche. Autant en Crète, on peut se baigner quasiment un jour sur deux. En Andalousie, on est un petit peu plus loin de la mer. On va la voir depuis les montagnes, mais on est un petit peu plus loin pour se baigner. On a la même. C'est pas du tout la même. Enfin, c'est pas du tout.
c'est pas la même gastronomie, mais c'est le même raffinement, c'est la même générosité des plats aussi, et c'est là encore extrêmement, c'est très bon. Voilà. C'est un voyage qu'on propose aussi en liberté, qui se fait très bien. Dans ce voyage-là, normalement, on a, que ce soit la version guidée ou la version en liberté, on a 2 nuits dans un refuge qui nous permet d'aller grimper le plus haut sommet de l'Espagne continentale, qui s'appelle le Mont Mulhacén, à 3484 mètres à peu près. Et ce refuge est en travaux depuis 2023. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va réouvrir. On sait qu'il va réouvrir un jour, mais on n'a aucune visibilité sur quand est-ce que ça va réouvrir. Donc s'il réouvre au printemps ou à l'automne 2026, eh ben, on va être contente de retourner y dormir pour 2 nuits. Dans ce cas-là, juste pour monter au refuge et pour en redescendre, on met quelques affaires dans le sac à dos en plus, puis au refuge, il y a des casiers et on laisse nos affaires surnuméraires la journée où on va faire le sommet. Le refuge étant tout nouveau, je ne sais pas à quoi il va ressembler. Je suppose que ça va être des petits dortoirs. Ça va être donc des petits dortoirs avec des matelas, les couvertures qui sont fournies, oreillers, ça, pas de problème. Il faut juste apporter un petit drap sac. Ils fournissaient même les Crocs, donc pour pouvoir laisser les chaussures. Et puis là encore, la nourriture des refuges, c'est généreux, c'est copieux, c'est nourrissant et c'est très bon. Et c'est varié. Donc, ça va faire partie de l'expérience. Si, comme ces 3 dernières années, c'est pas ouvert, eh ben là, pas de problème. Ce qu'on a fait, c'est que au lieu, on partait d'un village, on avait dormi 2 nuits dans un village. On allait dormir au refuge pour 2 nuits, puis on arrivait dans une autre vallée pour 2 nuits. Ben, on a rajouté une nuit au début. On fait la traversée directement sans passer par le refuge. Donc on a 3 nuits dans le premier village, 3 nuits dans le suivant, et donc la traversée. Le voyage n'en est pas plus facile pour autant. C'est encore une fois un vrai voyage niveau 2 là chez Caravanier, donc modéré. euh, qui demande quand même un petit peu de cardio et les muscles de la randonnée prêts. Donc ça, c'est pour l'Andalousie. La Sardaigne, je vous dis donc, je vous avais dit que je n'en dirais pas grand-chose ce soir. C'est un voyage qu'on va proposer sur mesure uniquement. Donc si vous avez votre petit groupe, la particularité, c'est qu'en Sardaigne, on a 2 guides francophones qui sont habitués à encadrer nos groupes, qui sont directement en Sardaigne et donc qui vous attendent sur place. Ce qui rend plus facile de notre côté le fait d'avoir des petits groupes sur mesure. Pour 2027, donc on n'y est pas encore, j'aimerais bien qu'on ait une version en liberté, donc sans avoir besoin de guide, mais ça demande un petit peu de repérage avant de pouvoir vous la proposer. Et puis il y a la Grèce. Alors là, c'est une ambiance, vous me direz, la Crète, c'est en Grèce, mais là, c'est une ambiance complètement différente. Là, on arrive à Athènes, on passe d'abord dans les météores. Vous savez, ces météores, donc c'est là où vous voyez le grand drapeau, là. Ce qui est derrière, c'est ces villages, c'est ces monastères qui sont accrochés dans les falaises, donc dans cette petite région-là. C'est fascinant. Ces constructions-là, puis l'histoire, sont fascinantes. Donc on passe par les météores et après on va marcher juste à côté de l'Albanie, à la frontière avec l'Albanie. Donc on se rapproche un petit peu des Balkans et des montagnes des Balkans. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et donc, c'est pas du tout la même ambiance qu'en Crète. C'est la même langue, par contre. Euh, et ça va être des paysages qui sont étonnamment montagneux, beaucoup moins de roches qu'en Crète. Et là encore, on va passer d'un petit village à l'autre. C'est des villages, c'est pas des villages blancs comme en Crète, ça va être des villages tout en pierre qui vont très bien dans les paysages. Il y a des grandes gorges là encore. Et puis, on a une nuit, mais juste une seule nuit dans un refuge qui nous permet d'aller sur des hauts plateaux et puis un lac. C'est vraiment, vraiment magnifique. On finit ce voyage-là par 2 jours à Corfou. Corfou, c'est une île donc méditerranéenne où là, on retrouve un petit peu les maisons blanches ou colorées et les eaux cristallines. Donc, un petit peu, ça reste de la randonnée à Corfou, mais un peu plus touristique parce que dans nos petits villages du massif de Pende, bon, autant vous dire qu'on est tout seul ou quasiment tout seul. Ça, c'est le voyage donc en Grèce. Le Pays Basque, c'est ma région d'origine, donc c'est mes cousins et moi qui avons
dessiner ce voyage, je suis absolument pas objective. Donc le Pays basque, c'est un territoire, c'est pas un pays au sens, c'est pas une nation, c'est pas un pays au sens administratif, euh, qui, euh, qui est à cheval sur la France et l'Espagne, donc qui traverse les Pyrénées, qui recouvre les Pyrénées côté Atlantique. Donc vraiment, ça va être un petit bout du Pays basque est en France et un peu plus gros bout est en Espagne. Donc sur les Pyrénées qui viennent se jeter dans l'océan Atlantique, pas du tout côté Méditerranée. On ne confond pas avec la Catalogne. Et on dit bien le Pays basque, c'est pas les Pays-Bas, c'est le Pays basque au singulier. Voilà. Et en fait, l'idée de ce voyage-là, c'est de partir de là où, en fait, des sommets pyrénéens, donc que vous voyez un petit peu, et de ces dentelles qui sont assez rocheuses, et petit à petit de s'approcher on finit en fait complètement sur les parois, sur les falaises qui sont en bord de mer. Et à la fin du voyage, donc on peut en profiter pour se baigner. Euh, Dans ce voyage-là, vous allez avoir donc des paysages qui sont un peu plus verts qu'ailleurs, parce que le Pays basque est plutôt bien arrosé. Des journées qui sont très variées, extrêmement variées. Et là aussi, on mange très bien. Vous allez voir aussi bien des vaches, des chevaux en liberté que des brebis. Donc ça, c'est un peu une constante dans tous ces voyages en Europe. Au final, ces terres-là, sur lesquelles on randonne, elles sont utilisées depuis des millénaires et elles ont été façonnées par l'homme par leur utilisation parce qu'ils en avaient besoin pour les troupeaux généralement. Donc que ce soit les troupeaux de chèvres et de brebis en Crète et en Grèce. Alors bon, ben, les fromages forcément ou le yaourt forcément c'est fait à partir de lait de brebis ou de lait de chèvre. Pays basque ou Portugal, on va être plutôt, il y a brebis et vaches, donc ça va être des mélanges comme ça. Donc c'est intéressant en fait de voir comme dans ces régions qui ont été occupées depuis des millénaires, comme la présence humaine et la présence des troupeaux a façonné le paysage dans lequel on marche, et comme le paysage finalement détermine de la nourriture qu'on mange à ces endroits-là. Donc le Pays basque, on a encore une fois 9-10 jours de marche, pardon. La Grèce et la Sardaigne, c'était comme l'Andalousie, comme la Crète, c'est vraiment printemps-automne qu'on peut y aller. Le Pays basque, on pourrait y aller quasiment de mars à novembre, mais l'été, il fait un peu chaud, puis il y a beaucoup de monde, donc on évite l'été. Et puis en novembre, il commence à y avoir vraiment plus de pluie, donc on évite un peu novembre. Et en mars, la première partie du séjour serait complètement enneigée. Donc notre idéal, c'est d'y aller en juin et en septembre-octobre, grosso modo. On va dessiner cette année. En fait, pour 2026, il va y avoir une version en liberté de ce voyage-là. Donc, je pourrais vous en parler plus dans quelques jours. Mais donc, c'est en train de se prévoir pour ceux qui ne veulent pas être en groupe. Un petit peu plus courte, pas exactement le même itinéraire, plus adapté justement en liberté. Donc, on a des contraintes en plus, contrairement en groupe où on peut avoir le guide qui conduit un véhicule et qui emmène tout le groupe là où il faut. Les Canaries, donc les Canaries, en fait, c'est au large de l'Afrique, mais ça fait partie de l'Espagne. C'est un archipel, donc qui est composé forcément de plusieurs îles, et nous, on a décidé de se concentrer sur 2 îles, Tenerife et La Gomera. Tenerife, c'est la plus grande, c'est là où il y a le Teide, vous voyez le petit sommet qu'on voit ici, là. Le Teide, c'est le plus haut sommet d'Espagne, c'est plus haut que le fameux Mulhacén dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, et puis, à côté, La Gomera, c'est un confetti. C'est un confetti dans l'océan Atlantique. Sauf que si on repassait ce confetti-là, il serait plus grand que sa voisine du TID. C'est juste que tout a été, enfin, ça, c'est la tectonique des plaques, tout a été plissé, replié, et donc en fait, ça veut dire qu'en termes de paysage, il y a des vallées et des crêtes tout le long. Il n'y a pas 1 centimètre de plat sur cette île-là. Tout est vraiment beaucoup de vallées. C'est comme si le paysage, l'île a été froissée au final. Ça fait 2 îles qui sont très très variées
avec le côté volcanique qui est très présent sur Tenerife, et puis une diversité dans le sens où vous pouvez marcher et être dans une forêt très luxuriante, et puis 2 heures après être dans un désert. Vous pouvez marcher sur une crête et d'un côté avoir un paysage très aride, très rocailleux, et de l'autre avoir un paysage complètement vert. C'est juste que les nuages déchargent leur eau avant de passer la crête, et donc ça vous donne le côté vert et puis le côté sec de l'autre côté. Donc c'est vraiment une diversité qui est assez hallucinante et puis des couleurs qui sont très présentes, qui sont vraiment magnifiques. Et la beauté, l'autre beauté des Canaries, c'est qu'on peut y aller toute l'année. Donc on a un départ en janvier, on a un départ en mars, on y retourne aux vacances de la construction, on y va en octobre, on y va en novembre. Il reste même de la place là, s'il y en a qui veulent venir en novembre cette année, mais sinon ça ira à 2026. Donc voilà, donc c'est vraiment un peu le printemps, un petit peu toute l'année. Il fait tout le temps bon, il va toujours faire entre 22 et 28 degrés à la, toute la, bah, c'est ça, à longueur longue. Ça, c'est pour les Canaries. On a une version en liberté, c'est pour la lumière, pour les Canaries, où on va visiter Tenerife et La Gomera. Là aussi, un petit peu plus court, parce qu'on ne peut pas tout voir quand on est en liberté. Et dans les deux cas, que ce soit tout seul ou en groupe, retenez bien que ça, les distances ne sont pas très longues en termes de kilométrage, mais ça monte et ça descend sans cesse. Donc il faut être bien prêt au niveau des genoux. Euh, un de nos deux petits derniers pour les voyages en Europe, après je vous parle du reste, c'est le voyage au Portugal, du Peneda. La troisième édition est partie, enfin est revenue là il y a 2 semaines. Peneda, c'est au Portugal, et là on est vraiment au nord du nord du nord du Portugal, c'est-à-dire qu'on est collé à l'Espagne. On est parfois, je pense, à moins de 1 kilomètre à vol d'oiseau de l'Espagne. C'est pour dire qu'on est vraiment proche. Et la particularité de cette région, c'est que comme tout est vallonné, montagneux, ce sont des vieilles montagnes un peu érodées, euh, c'est une zone qui était très cultivée, et en fait tout a été cultivé en terrasse. Donc c'est appelé parfois le petit Tibet portugais, euh, à cause de ces innombrables terrasses. Les gens autrefois étaient répartis donc dans des petits hameaux, et il y avait un système de transhumance, là encore, qui font qu'il y a tout un réseau, il y a des millions de kilomètres de sentiers. Certains sont abandonnés, certains sont vraiment très bien entretenus. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui sont encore euh, pavés, et d'autres, ben, le pavage a bougé, donc ça demande d'être un petit peu plus habile, mais ça reste quand même des sentiers plutôt, plutôt bons. Euh, dans ce voyage-là. C'est un de nos plus faciles, c'est peut-être notre voyage le plus facile en Europe, notre niveau 1. Ça arrête que ce sont des journées complètes de marche avec un petit peu de dénivelé, mais on dépasse jamais les. C'est toujours entre 400 et 500 mètres de dénivelé à tous les jours. Et on a cette journée de marche, plus 2 demi-journées de marche dans le Douro. Donc les Douros, c'est connu pour s'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour être un paysage. euh, donc c'est recouvert de vignes en fait, et c'est aussi connu pour le vin, et le vin de Porto qu'on appelle nous le Porto, qui est fabriqué dans le Douro. Donc ce voyage-là, encore une fois, la gastronomie locale, comme partout au final, les vins locaux, on en profite hein, quand on va dans le Douro, on fait des dégustations, et le plus dur, c'est de pouvoir rentrer à pied après la dégustation, parce que là aussi, rien n'est plat. Ça fait partie des particularités du Douro. Et donc, notre dernier voyage en Europe dans les Dolce Vita, c'est l'Irlande. Et ça, c'est un voyage qui est tout nouveau, que Simon a repéré. Et l'idée, j'allais vous dire, de marcher de pub en pub. C'est pas que ça, c'est de rejoindre vraiment, de passer dans plusieurs euh, contextes historiques assez intéressants pour finir côté Atlantique. Donc, c'est un voyage où il y a de longues distances, il n'y a pas tant de dénivelé, mais les distances sont parfois assez longues d'une journée à l'autre. Il peut faire, comme c'est l'Irlande, ça peut être assez humide, donc ça veut dire que c'est très vert. Vous allez voir ces moutons qui sont
très finalement très bien couverts, très laineux pour être protégés des éléments. C'est assez fascinant. Et c'est là où on ne résiste pas à aller boire une Guinness, parce qu'on est dans la région, et puis découvrir le whisky local et les légendes, en tout cas l'histoire qui découle. Donc, l'Irlande, on y va en juin. C'est vraiment la meilleure période parce que juillet-août, il y a trop de monde. C'est un peu moins approprié. Juin, c'est vraiment juste parfait. Euh, et le Portugal, ça, on y va en fin mai, début juin et puis mi-octobre, chaque année. On pourrait y aller. On peut pas, le Portugal, on peut vraiment pas y aller en juillet-août parce qu'il peut faire 45 voire 50 degrés dans le Douro. Donc c'est impossible de marcher par ces températures-là. Il n'y a plus de plaisir rendu là. Hors Europe, je vous disais donc qu'on a notre voyage au Japon. Notre voyage au Japon, la particularité, c'est que ça va être un petit peu plus touche à tout. C'est-à-dire que la base, c'est quand même de la randonnée, de la découverte, mais on a aussi, en fait, on va avoir 3 journées de vélo, on va avoir en fait un côté aussi vie, le dépaysement, la découverte culturelle est telle qu'on a gardé un peu plus de temps pour les visites et ça, c'est vraiment un voyage très très dépaysant. C'est notre plus facile peut-être, ce voyage-là, Kyushu et mer intérieure. On a un autre voyage au Japon qui est un peu plus exigeant, mais qui n'est pas en Dolce Vita, qui est euh, dans ce qu'on pourrait appeler notre deuxième niveau de confort ou d'inconfort, dont je vous parle un tout petit peu après avant de vous donner la parole. Euh, voilà, donc le voyage au Japon, très très beau voyage un petit peu plus multi-activité et qui permet en fait de découvrir. Et puis la beauté du Japon, entre autres, c'est le réseau de transport en commun qui nous permet de circuler en train d'une zone à l'autre. L'Équateur est un très bon candidat dans les voyages Dolce Vita parce qu'il y a donc ces petits villages avec un accueil, soit un accueil communautaire, avec des petits bungalows où on a notre bungalow pour 2 personnes et salle de bain privée encore, soit des auberges très charmantes. En Équateur, la variété des paysages est encore une fois fascinante et la variété des activités aussi. On a 2 voyages en Équateur. Celui-ci, l'aventure de la jungle au volcan, c'est notre voyage le plus euh, multi-activités. Donc, on a même une journée de rafting pour ceux qui sont motivés. On va faire du vélo, on va marcher dans la jungle, on va marcher à côté des volcans, on va découvrir les usages traditionnels des plantes dans une communauté. Enfin, donc, euh, la production de café. Bon, c'est très, très dense, c'est très riche. Et c'est un voyage qui peut se faire aussi bien en famille, si vous avez envie de partir juste votre famille, que en groupe à plusieurs personnes. Donc, si vous avez des enfants, ça peut être un excellent, des enfants actifs, ça peut être un excellent voyage en famille. Un tout petit peu plus exigeant, la venue des volcans, ça demande un peu plus d'effort, forcément, et ça demande aussi un petit peu plus de flexibilité. Je pense qu'il y a une nuit sous la tente, si je ne me trompe pas, ou une nuit en refuge, chose qu'on n'a pas dans les autres voyages en Dolce Vita. L'Équateur, on peut y aller quasiment toute l'année aussi. Donc, nous, on met des dates pour ces 2 voyages-là un peu toute l'année. Mais si vous voulez y aller à d'autres périodes, contactez Astrid pour voir s'il y a un départ qui est prévu ou pour voir si vous pourriez y partir juste vous, euh, votre petit groupe à ces dates-là. Et puis, le Pérou. C'est l'avant-dernière destination dont je vous parle ce soir. Le Pérou, on a rajouté, ça fait un an déjà, parce que il me semble que c'était à l'automne l'année dernière, ce voyage entre Amazonie et la région du Machu Picchu. Donc l'idée, c'est d'arriver à Cusco et de visiter donc les sites incas, de découvrir vraiment la culture des montagnes au Pérou et le monde Inca qu'on a étudié à l'école, qui est parfois un peu lointain dans les souvenirs, mais donc de revoir tout ça. On va bien sûr aller au Machu Picchu, on va bien sûr voir dans vraiment plein de pierres, et puis le guide, on a des super guides au Pérou, va vraiment nous raconter tout ça. Une fois qu'on a vu ça, on vole jusqu'en Amazonie, et là c'est un autre monde qui s'ouvre à nous, c'est la luxuriance de la jungle, et donc avec
que des observations des animaux, enfin, des choses assez incroyables. Donc voilà. Encore une fois, on est dans des lodges qui sont très charmants et qui permettent d'entendre tous les bruits de la nature et d'avoir une expérience vraiment fascinante là-dessus. Donc ça, c'est notre dernier des voyages au Pérou. On peut y aller de avril, on va dire début avril, ce voyage-là, jusqu'en novembre inclus. Donc on a réparti plusieurs dates toute l'année. Celui-ci aussi pourrait se faire avec des enfants un peu actifs, avec une date sur mesure, ou juste pour un petit groupe privé aussi. Le Maroc a aussi deux voyages. Alors, j'en ai mis qu'un ce soir. Deux voyages en Dolce Vita. Ce sont des voyages qu'on peut faire, qu'on fait avec les familles la plupart du temps, donc qui sont sur mesure. Donc, vous nous contactez, vos dates, vous êtes 2, 3, 6. Ça, c'est vous qui voyez, et on vous organise le voyage à vos dates dans la bonne période. Donc en fait, Ophélie, qui est notre responsable des voyages au Maroc, va vous dire, bah, tiens, vous voulez partir en octobre, vous voulez partir en décembre, ça va être plutôt ce voyage ou plutôt celui-ci, parce que ben, en hiver, on en profite pour aller plutôt vers le désert, là où il fait beaucoup trop chaud l'été, et en été, ben, on en profite pour aller plutôt dans les montagnes, là où il fait trop froid en hiver, et puis parce qu'en été, on ne peut pas aller dans le désert. Entre l'été, donc dans les demi-saisons, entre l'été et l'hiver, ben là, on va dans les pré-Atlas, donc dans ces territoires, dans ces, euh, euh, dans ces entre-deux, hein, au final, qui sont ni complètement en altitude, ni complètement dans le désert, et qui donnent, avec tous ces villages qui sont construits, toutes ces vallées aussi. Euh, c'est ça. Voilà. Avant de passer aux questions, je vais couper l'écran, le partage, et je vais revenir. Avant de passer aux questions, je voulais juste vous préciser que donc là, je vous ai vraiment parlé de notre concept de Dolce Vita. C'est là où vraiment on a donc les chambres privées, puis ce côté charme, la recherche de la nourriture qui est délicieuse, etc., etc. Mais on a, ça c'est notre, si vous regardez sur notre site internet, c'est les voyages où en termes de confort, il y a écrit niveau 1. Ça c'est la Dolce Vita. Après, niveau d'effort, ça peut être 1, 2, 3. Nos niveaux montent jusqu'à 5, mais 4 et 5, on n'est jamais, on est toujours sous la tente. Donc ça peut être 1, 2 ou 3. On a aussi des voyages qu'on appelle épicuriens. La différence avec Dolce Vita, c'est qu'il y a généralement pas de nuit sous tente ou peut-être une ou deux exceptionnellement, mais ça va être plus des gîtes ou des dortoirs, des refuges. Donc on dort dans un vrai lit. Il y a généralement de la douche, une douche chaude, mais qui est souvent en plus partagée, donc avec des salles de bain communes, et des dortoirs où on peut dormir à 4 ou à 8, ça va dépendre des destinations. Et ça donne accès pour ceux qui sont pas fermés à l'idée d'être en refuge. Ça vous donne accès à d'autres destinations, et je pense notamment au Monténégro, à presque tous les autres voyages, pas tous, mais une bonne partie des autres voyages, dont ceux qui sont en groupe, au Maroc aussi. Et voilà. Et le Monténégro avec ses petits bungalows tout en bois, où là on est généralement à 3 ou 4 par bungalow. Donc un tout petit peu plus rustique, mais ça reste quand même pas loin du confort de la Dolce Vita. On a aussi un voyage au Népal maintenant, qui se fait en lodge. Et donc là aussi, c'est plus rustique que la Dolce Vita, mais ça reste que c'est le plaisir pour ceux qui n'ont pas envie de camper. Donc là, je vais regarder les questions. Manon, bonjour, allô Manon. Ça, je vous laisse, pour savoir si le contexte politique permet le départ en Équateur de novembre prochain, je vous laisse vérifier avec Astrid où ça en est. C'est elle qui pourra vous en dire plus sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? J'ai tenu ça en 1 heure, je suis pas mal fière de moi. Euh, N'hésitez pas, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais répondre à d'autres questions imaginaires. N'hésitez pas à nous contacter en fait si vous hésitez ou si vous avez beaucoup aimé, mettons, un voyage en disant euh, j'ai adoré le voyage en Crète, lequel va ressembler, enfin, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller pour vivre une expérience qui va autant m'enchanter. Puis ensuite, au bureau, nous, on se parle, vu on connaît les voyages, ben, on va pouvoir vous en parler. Combien de kilomètres par jour dans la question? En général, ben, alors ça dépend beaucoup des destinations.
Donc, il y a certaines destinations, ça va être 8, 12, 14 km par jour avec, mettons, 600, 800 ou 1000 mètres de dénivelé. Il y a des destinations où on va aller jusqu'à 18, 19 km, 20, 22 km. Les dénivelés vont être peut-être parfois un petit peu plus bas. Ça va vraiment varier. Si nous sommes incommandés physiquement une journée, que se passe-t-il pour le trek? Dans la plupart des voyages dont je vous ai parlé ce soir, vous pouvez prendre une journée de congé. Ça, c'est très agréable et c'est une excellente. Je vous remercie pour la question. Donc, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en forme ou si vous avez le goût de relaxer avec un bon livre ou d'aller vous baigner en Crète, pourquoi pas, c'est tout à fait faisable. Il faut juste en parler avec le guide en amont ou quand vous voyez, pour voir comment ça peut s'organiser. Donc, il y a certaines journées où bon, c'est facile, vous avez juste à rester à l'hébergement. Il y a d'autres journées où vous allez embarquer avec les bagages et éventuellement. Dans ces voyages-là, c'est tout à fait faisable. Si vous êtes incommodé au point de devoir aller voir un médecin, ben là, on vous évacue, puis on lance les assurances et tout ça. Donc, c'est des voyages où on a quand même accès à des systèmes. Je ne dis pas que vous allez être évacué dans la seconde, mais euh, il y a quand même, on n'est pas si loin que ça des routes ou d'un bateau, selon les voyages. Je vois qu'il y a une question qui s'en vient. Allez-y, soit dans la conversation, soit dans la question-réponse. Combien de personnes par groupe? On fonctionne avec des petits groupes. Donc, généralement, on confirme nos groupes, il nous faut un minimum de 4, 5 ou 6 voyageurs. Ça dépend des destinations, pour que le groupe soit sûr de partir. Et selon les destinations, on va limiter à 8, à 10 ou à 12. Ça dépend de la capacité sur place. Donc, on reste dans des petits groupes, maximum 12 personnes. Si jamais on a un groupe avec 11 personnes, puis que là, on a un couple qui veut s'inscrire, ou si jamais on a un groupe avec 12 personnes, puis là, on a le conjoint de quelqu'un qui est déjà inscrit, qui veut s'inscrire, bon, ben, on l'accepte quand même. Mais généralement, c'est ça, entre 8 et 12 pour la plupart des groupes. Juste assez pour que ça soit le fun. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que c'est pas mal ça. Fait que... Ah, il y a une question qui s'en vient. Je vous tiens encore captif quelques minutes. Puis pour ceux qui veulent y aller, je vous remercie d'avoir d'avoir assisté à cette présentation. Puis je vous dis à bientôt. Je coupe l'enregistrement. Ben, je vous remercie. Je crois qu'il y en a qui sont encore en train de... J'attends de voir s'il y a des questions. Ah, les niveaux de forme physique. Ben, en fait, les niveaux de forme physique, ça dépend. Alors oui, la conférence va être mise en ligne sur YouTube dans les prochains jours. Donc les niveaux de forme physique, ça dépend vraiment de chaque voyage. Donc vous avez certains voyages où vous devez avoir du plaisir à marcher. En fait, la base, généralement, c'est avoir du plaisir à marcher en montagne 6 heures dans la journée, être capable de faire, mettons, on va dire, un 800 mètres de dénivelé quotidien et de recommencer avec du plaisir le lendemain et ça, d'enchaîner ça sur plusieurs jours. C'est un petit peu la base. Donc, ça, ça revient à, je sais pas, faire le mont Mansfield et puis avoir le goût de recommencer, recommencer le lendemain, si on veut pouvoir comparer. Euh, alors, j'ai pas les prénoms en ligne, donc à ceux qui nous disent j'espère refaire un voyage avec vous. J'ai adoré à chaque fois. Ben, nous aussi, on espère, mais je sais pas à qui je parle. Donc, voilà. Donc pour les formes physiques, en fait, comme c'est propre vraiment à chaque voyage, la nature du terrain va jouer. Contactez-nous. On le précise aussi, le niveau physique, dans les fiches descriptives sur le site internet, mais contactez-nous, c'est le meilleur moyen pour savoir si ça va vous convenir. Mais encore une fois, il faut avoir le goût de marcher 5-6 heures par jour et de recommencer à tous les jours pour savoir qu'on va avoir du plaisir sur ces voyages-là. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée.